Priscilla Mbaye, bonjour. Bonjour René. Alors tu es experte en ylang-ylang, on va en parler largement. Tu es aussi directrice commerciale pour Kikun Digital, tu es une multi-entrepreneur, tu es aussi HP. Explique-moi exactement ce que c'est une femme à haut potentiel. Merci René de me recevoir à Femme Plurielle. Alors HP, c'est vraiment un mot que je ne connaissais pas du tout il y a à peu près 4 ans. J'ai appris que l'HP, c'est le haut potentiel, ça peut être intellectuel ou émotionnel. Donc moi, je suis plutôt émotionnelle, mais ça se mélange un petit peu. Donc le HP, en fait, c'est une personne qui a beaucoup d'émotions, tout ce qu'il fait, c'est lié à ses émotions. Et parfois, ça peut gêner pour certains postes ou certaines décisions qu'on prend. Mais une fois qu'on s'est compris, on sait comment on fonctionne, on arrive à gérer mieux nos émotions. Et là, ça fait 4 ans que j'ai appris ça et c'est un bonheur parce que de plus en plus, je me découvre en fait. Et comment est-ce que tu fais pour arriver à en faire une force ? Moi, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup dans le développement personnel depuis que j'ai appris ça. Parce que moi, depuis toute mon enfance, je sentais qu'il y avait des choses que j'avais du mal à cerner de moi-même, par les relations aussi que j'avais, que ce soit relations professionnelles ou amicales. Et de plus en plus, j'ai appris à me découvrir, à écouter mes émotions et à savoir un petit peu comment je réagis à n'importe quelle situation. Et de plus en plus, j'ai compris qu'en fait, plus je m'écoutais, plus j'étais attentif au lieu de refouler les émotions. Les émotions, c'est un petit peu comme une cloche en fait, qui nous guide pour dire attention, il y a ci, il y a ça, il faut vraiment y prêter attention. Et donc depuis que j'ai commencé à le faire, et ben, pour moi, c'est devenu une vraie force pour moi. On le voit aussi dans la manière dont tu travailles, notamment sur ton domaine d'expertise qui est le ylang-ylang. Je rappelle que tu viens des Comores et que les Comores est justement le premier producteur mondial de cette plante qui sert notamment aux parfums les plus hauts de gamme et dans de nombreux domaines de la cosmétologie. Alors, c'est une filière que tu connais particulièrement et tu sais que de la même manière que c'est vraiment un bienfait et un or vraiment pour le continent, mais c'est aussi dans le même temps, ça peut être le malheur du continent quand on parle de déforestation. Alors en tant qu'experte, quels sont les conseils que tu pourrais donner aux acteurs de cette filière pour faire un ylang-ylang à la fois de qualité, mais en respectant notre écosystème ? Alors, c'est vrai que c'est une filière qui a énormément d'enjeux, que ce soit sociaux ou environnementaux ou au niveau social aussi, puisque de toute façon, beaucoup de familles travaillent et vivent à travers cette filière. Et c'est vrai qu'au niveau de l'enjeu environnemental, il est important de prêter attention par rapport au changement climatique et le fait aussi que ce sont des pays insulaires, ce qui fait qu'il y a aussi des enjeux à ce niveau-là. Et il y a eu beaucoup de recherches qui ont été faites à travers justement le système de transformation, la première transformation qui est la distillation. Ce qui est une distillation qui est faite pour aujourd'hui, une distillation à la vapeur avec une alambic classique. Donc on utilise du bois. Énormément de bois. Voilà, énormément de bois. Je vois par exemple une des îles a perdu pratiquement 80% de sa forêt naturelle. Voilà, il y a plus de 20 ans. Et c'est quand même énorme, ce qui fait que ça déstabilise complètement l'environnement. Et donc, il y a quand même pas mal de recherches, mais c'est toujours lié à des investissements. Donc, il faut beaucoup de moyens, justement, pour pouvoir investir dans des techniques nouvelles, mais aussi des innovations par rapport à la transformation locale. Ça reste un petit pays. Créer ces techniques nouvelles aussi, elles existent, mais elles sont plus coûteuses que de simplement aller arracher le bois. Exactement, parce qu'il faut savoir qui peut investir là-dedans. Parce que soit ce sont les acheteurs eux-mêmes, les industries qui ont plus les moyens, puisqu'aujourd'hui on sait très bien que ce n'est pas le distillateur qui allait investir là-dedans, ou une volonté d'État qui peut aussi aller chercher des fonds qui permettraient justement de travailler sur ce point-là. Maintenant, je pense que ça reste, il y a des solutions, il y a des alternatives qui ont été trouvées. Maintenant, c'est une question de budget, une question de qui assume justement
l'investissement pour pouvoir stopper justement ce fléau de déforestation qui devient de plus en plus problématique. Et en plus, c'est vraiment une situation inextricable parce que les producteurs d'ylang-ylang n'ont pas d'autre choix que de couper les forêts parce que c'est avec ça qu'ils vivent. En même temps, ils n'ont pas les moyens de sortir des alambics traditionnels. Donc, à part aller frapper aux portes des investisseurs, qu'est-ce qu'ils peuvent faire concrètement ? En fait, il y a quand même énormément, c'est vraiment les Comores, il y a 3 filières qui sont assez investies, puisqu'il y a la vanille, la clou de girofle et l'ylang. Et moi, depuis pratiquement 20 ans que je me suis investie dans cette filière, j'ai vu énormément de fonds qui ont été investis dans cette filière, dans l'optique d'aider la population, puisqu'on sait très bien que la vanille et le clou de girofle, ce n'est pas une rente régulière, comme l'ylang, qui est quand même une rente régulière pour les ménages. Mais encore une fois, c'est une question de politique agricole en fait pour le pays, de se dire voilà, on sait très bien que c'est quand même une maille importante à la fois pour nos exportations, mais aussi pour la population. Je pense qu'il y a aussi une volonté qui doit être mise en place pour développer une politique d'encouragement d'investissement, d'aller chercher des fonds. Oui, parce qu'en fait, c'est juste une question de fonds. C'est une question parce que moi, j'étais aux Comores il y a un an avec Abdoul, que tu connais, qui est l'un des rares à avoir un alambic moderne, donc sans couper des hectares de forêt. Et en fait, c'est juste une question de moyens, en fait, quand on y réfléchit. Vous savez très bien qu'il faut savoir que c'est ce qu'on appelle une filière coloniale. Et donc, lors du départ du colon à l'époque, il faut savoir que c'est eux qui avaient non seulement la technicité, les Comores, en tout cas au niveau local, c'était pratiquement de la main-d'œuvre, mais pas forcément des techniciens. Ils n'avaient pas non plus les moyens, justement, d'investir là-dessus, puisque plus de 95% de l'ylang est acheté par la France ou l'industrie française. Donc, aujourd'hui, ce qui est difficile, c'est qu'on ne peut pas demander, justement, à ces locaux, qui n'ont pas forcément les moyens, de mettre la main à la poche, parce qu'on sait très bien que même dans le marché, comment il est construit, c'est même pas eux qui fixent les prix. Donc c'est toujours l'acheteur qui fixe les prix ou le marché qui fixe le prix. Donc ils sont dans un problème où ce sont pas eux qui vont trouver cette solution, mais soit ce sont les fonds qui sont mis régulièrement, pratiquement tous les 3 ans. Hein. Moi ça fait pratiquement 20 ans, je vois des fonds qui sont mis tous les 3 ans pour ces 3 filières et qui peuvent largement, mais c'est une question de choix, une question de politique en fait. Et de prioriser. Effectivement. Voilà. Et ça dépend de quel intérêt, à qui va cet intérêt en fait. Il y a une question d'intérêt, mais en tout cas, le producteur local n'a pas cette capacité financière d'assumer justement ce problème qui est quand même un problème national. Hein. La question de l'environnement, c'est un problème national. C'est pas un problème de Hamada ou de Saïd ou de Ali. C'est un problème national. Plus que national, c'est un problème mondial, parce que la déforestation des Comores touche forcément les voisins, etc. D'autant plus... c'est un enjeu vraiment mondial. Exactement, d'autant plus qu'il y a quand même des fonds qui ont été accordés aux pays insulaires, parce qu'on sait que ce sont eux qui prennent plus justement ces conséquences climatiques. Donc encore une fois, peut-être il y a un problème de volonté politique. Exactement. Je pense qu'il y a un problème de volonté politique parce que moi je suis pas. C'est vrai qu'on a tendance à dire les industriels, ils sont ci, ils sont ça, mais même en France, on sait très bien que c'est une question d'une volonté politique parce qu'encore une fois, c'est au pays, ce sont les dirigeants qui doivent absolument mettre une politique claire pour dire nous voulons protéger notre environnement, nous voulons protéger, comme en France, comme on fait, comme n'importe quel pays. Ce n'est pas l'acheteur qui va venir faire la politique interne. C'est sur place. C'est à nous de savoir quels sont nos intérêts et comment on peut nous organiser pour pouvoir protéger justement la filière. Absolument. Alors on reste dans l'agro-business parce que c'est vraiment ton cœur de métier et puis ta passion. En ce moment, il y a un exemple que tu cites toujours, c'est Thione Niang du Sénégal. Pourquoi ? Alors, c'est Thione Niang qui me fascine dans sa vision, de la manière dont il a compris l'enjeu du continent. Et moi, je dis toujours, il y a deux éléments, en tout cas au niveau business, qui peut développer cette Afrique, ce continent qu'on aime tant. C'est l'agriculture
et le digital. Donc, ce sont les domaines dans lesquels je suis actuellement. Et Tion Yang, je trouve qu'il a compris, non seulement il a compris que la jeunesse est très importante justement pour conscientiser cette jeunesse. Il fait beaucoup de conférences et il a compris que tout passe par la conscientisation. Il faut quand même conscientiser la jeunesse, mais aussi le monde entier pour montrer que l'Afrique est en marche. L'Afrique a besoin aussi de prendre son destin en main. Et ça, j'aime beaucoup cette façon d'approcher. Il n'est pas là juste pour faire du business, mais il est là pour se dire que dans les années à venir, ce sont ces jeunes-là. Il y a une vraie conscience, en fait. Exactement. Et ça, il y a une vraie conscience. Et lui, il l'a pris déjà depuis un petit moment. Et il s'est dit que puisque moi-même je suis consciente, je vais amener les autres à être conscients. Et puis il a compris que la Terre, et en même temps, on va dire, il retrousse ses manches, parce qu'il n'est pas là pour donner des ordres, etc. Mais il a compris que... il fallait faire attention. Voilà, on a besoin des modèles. Les jeunes ont besoin de voir qu'on touche la Terre nous-mêmes, en tant que leadership. On touche la Terre nous-mêmes et qu'on leur montre l'exemple. Oui, puis que la Terre nourricière, il faut la valoriser aussi. Exactement. Et comme je dis toujours, lui, il est vraiment en amont. Moi, je suis enfin, en amont, moi je suis en aval. Amont-aval. Voilà. Tu choisis quoi? C'est ça les HP. Toujours complexe. Et ce qui est avec moi, je viens pour valoriser justement ce qu'il fait avec ces jeunes, etc. Parce que l'Afrique a besoin de transformer, a besoin de valoriser de ce qu'il fait. Et voilà, c'est pour ça que je trouve c'est fascinant, parce qu'il a compris qu'il faut commencer par donner conscience à cette jeunesse. La jeunesse est vraiment l'avenir de l'Afrique, et la conscientisation est essentielle justement pour pouvoir amener tout le monde à se rendre compte que l'Afrique est en marche. Oui, à la COP 27, le président de la Banque africaine du développement disait, en parlant d'agrobusiness et des jeunes qu'il essayait d'haranguer en fait pour faire les métiers de la terre, que non seulement l'Afrique a les moyens de se nourrir elle-même, mais aussi de nourrir le monde entier. Tu es aussi rempli d'espoir par rapport à l'agriculture sur le continent? Complètement. Quand on voit que certains pays, si je peux dire tous les pays, les 54 pays, pratiquement leur économie est dominée par l'agriculture. Pratiquement, je vois par exemple le Sénégal, il y a pratiquement 80% ou à plus de 80% de l'économie qui dépend de l'agriculture, et d'autres. Et toute cette agriculture qui attend que la transformation. Parce qu'aujourd'hui, on transforme à peine, même pas 10%, même pas 5% de ce que nous fabriquons. Quel gâchis. Donc on sait très bien que la transformation de cette agriculture, non seulement il y a quand même une autosuffisance alimentaire qui va nourrir quand même une population qui est galopante. Et c'est là où il y a de l'argent à se faire. Exactement. C'est en transformant qu'on crée des Exactement. services. Et la création d'emplois pour cette jeunesse qui est de plus en plus grandissante au niveau du continent. Donc l'agriculture aujourd'hui, de plus en plus les personnes se rendent compte que c'est vraiment l'avenir pour ce continent, puisqu'en plus le continent a quand même ses propres réalités en fait, qu'il faudra respecter, mais non seulement la terre a quand même cette force de pouvoir, comme on dit, nourrir tout le continent, mais aussi ailleurs, puisqu'on sait très bien que l'agriculture, enfin l'Afrique a énormément de terres qui sont encore vides et qui sont fertiles, et aujourd'hui on a vraiment une force au niveau économique mondial. Donc de plus en plus, il y a pas mal, je vois par exemple FAO, et toutes ces organisations internationales, que ce soit la Banque mondiale, etc., ils se sont rendus compte qu'aujourd'hui, il faut investir sur l'agriculture, puisque c'est vraiment une réponse à la fois pour la jeunesse qui arrive, mais aussi pour l'économie, pour pouvoir leur donner du travail, mais aussi nourrir la population qui va arriver de plus en plus, quoi. Wassila, il y a une tradition sur Femmes au pluriel, c'est te demander ton livre de chevet. En ce moment, c'est quoi? Alors, moi, comme je dis, depuis un petit moment, je m'intéresse beaucoup au développement personnel, puisque c'est important de se connaître, mais aussi de connaître un petit peu son environnement. J'ai beaucoup lu Intelligence émotionnelle, bien évidemment, avec Daniel Goldman. Actuellement, je suis en train de lire, écouter surtout, parce que je suis beaucoup audio. Ah, c'est bien aussi, ouais, les audiolivres, c'est sympa aussi, c'est vrai. Le manuel inédit
de la vie. D'accord. Deux livres que je n'ai jamais lus, voilà, donc je Joé, les lirai qui est avec de plaisir. Joé Vital. D'accord, Qui, d'accord. qui disait que à chaque naissance, on devait avoir ce livre parce que c'est un guide de la vie en fait, D'accord. qui nous permet, mais vraiment de toutes choses, que ce soit l'amour, que ce soit qui nous parle vraiment quel est notre comportement, comment on peut appréhender la vie. Donc ce sont deux livres. Il y a aussi un troisième livre que j'aime beaucoup, ce que j'écoute beaucoup, Idriss Aberkane, qui est quand même un homme incroyable par rapport à son parcours, qui est Libérer votre cerveau. Donc on voit que tout tourne autour de des HP, du développement personnel, mais c'est très bien. Merci beaucoup d'avoir illuminé de ton intelligence et de ta beauté ce plateau. Merci beaucoup. Merci René. Merci.